L'avant-projet de constitution a été remis au chef de l'État par le comité d'experts. Il sera examiné au prochain Conseil des ministres avant de passer devant le Parlement en octobre prochain. C'est la journée mondiale des sourds. La surdité est un handicap, mais pas une fatalité. De nombreux sourds ont bataillé dur pour se prendre en charge. Nous le verrons dans ce journal. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a validé la réélection du président Bongo, rejetant l'essentiel du recours de Jean Ping. Libreville est quadrillée depuis par un imposant dispositif sécuritaire. Madame, Messieurs, bonsoir. Le comité des experts a remis l'avant-projet de constitution au président Ouattara. Cet avant-projet comporte 184 articles. Le comité a tenu compte du caractère impersonnel, consensuel, modèle et moderne qui devrait caractériser toute constitution. Le reportage de Mahama Traoré, commenté pour vous par Awa Touré. La concertation en toute discrétion. Voici la formule employée par le comité d'experts chargé par le président de la République d'élaborer une nouvelle constitution. Au bout de 4 mois, cette méthode de travail s'est avérée payante avec en prime un avant-projet de constitution remis ce samedi au président Alassane Ouattara. Il comporte, Monsieur le Président, 184 articles répartis dans 16 titres et 50 chapitres. Par rapport à la Constitution de 2000, l'avant-projet de Constitution comporte 51 articles de plus, ainsi qu'un titre de plus. Autre fait marquant, par rapport aux 2 premières Constitutions de 60 et de 2000, l'avant-projet de constitution comporte des chapitres. C'est une innovation majeure. Des innovations sur la forme, mais également sur le plan institutionnel. Ainsi, cette probable future constitution autorise l'institution d'une vice-présidence, d'un Sénat, l'élargissement du champ de compétences du Conseil économique et social à la culture et à l'environnement, et enfin la constitutionnalisation de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Tous ces changements voulus par le chef de l'État ont fait l'objet d'une analyse objective selon le président du comité d'experts. Le comité d'experts s'est voulu la plume du président de la République, mais une plume qui s'est voulue obéissante, éclairée et intelligente. Jamais le comité d'experts ne s'est senti dans une posture de suivi moutonnier avec le président de la République. Comme pour féliciter le comité d'experts pour la qualité du travail abattu, le chef de l'État a prolongé sa mission de consultation et d'explication auprès des leaders d'opinion et des populations. Une mission qui devrait conduire à l'avènement d'une 3e République plus soucieuse du respect des droits et des libertés. Mesdames, Messieurs les membres du comité d'experts, le 31 mai 2016, je vous ai désigné en qualité d'expert en vue de l'élaboration d'un avant-projet de constitution pour la 3e République. Je vous avais à l'occasion fait part de mes grandes orientations. Au regard de votre vaste expérience, de vos compétences et de votre expertise, je n'ai aucun doute sur la qualité de l'avant-projet de constitution que vous me remettez ce jour. Je vous en remercie. Je tiens donc à vous féliciter pour l'important travail accompli dans les délais impartis. Comme vous le savez tous, l'objectif majeur du processus en cours est de doter notre pays d'une nouvelle constitution susceptible de lui garantir la paix et la stabilité. Notre pays doit être en effet doté d'une constitution moderne, consensuelle, impersonnelle et à l'épreuve du temps.
Les échanges que nous avons eus tout au long de ce processus me donnent l'assurance que l'avant-projet d'une nouvelle constitution préserve les droits et les libertés de chaque Ivoirien, quel que soit son rang social, ses origines, son ethnie ou sa religion. Notre objectif est que ce nouveau contrat social soit le plus inclusif et le plus consensuel possible. Dès le mercredi prochain, l'avant-projet de constitution sera soumis au Conseil des ministres. S'il est adopté, l'avant-projet de loi portant constitution sera présenté aux députés le 5 octobre lors de l'ouverture de la deuxième session parlementaire. Un vote du Parlement ouvrirait la voie au référendum tant attendu par les Ivoiriens. La première dame d'Afrique était réunie à New York au siège de l'ONU pour voir comment améliorer la santé sexuelle et reproductrice des adolescentes. La première dame Dominique Ouattara s'est exprimée sur le modèle du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Viviane Aïman revient des États-Unis. Les premières dames d'Afrique réunies au sein de l'OPDAS, l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida, veut engager une lutte sans merci contre la pandémie du sida. Elles ont réitéré cet engagement encore une fois au cours d'une rencontre de haut niveau en marge de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York le mercredi 21 septembre. Le thème de cette rencontre, le rôle des premières dames dans le financement de la santé sexuelle et reproductive, a focalisé l'attention de nombreuses ONG internationales et des structures du système des Nations unies, dont l'ONU-SIDA. Lors de cette rencontre, l'honneur est revenu à Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire et ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique, de partager sa vision et la politique de la Côte d'Ivoire en matière de prise en charge de la santé sexuelle et reproductive chez les adolescentes. Après avoir décrié la féminisation du VIH-Sida, Mme Dominique Ouattara a mis en relief l'importance de proposer une approche intégrée des stratégies de lutte contre cette pandémie. Mes chères sœurs, pour lutter efficacement contre la vulnérabilité de nos jeunes filles, il nous faut tout d'abord leur donner une instruction scolaire, associée à une éducation sexuelle et reproductive, qui leur permettront d'acquérir les connaissances de base primordiales à leur équilibre social. De même, l'accès équitable aux soins de santé passe par l'autonomisation financière de la femme qui pourra ainsi se prendre en charge adéquatement. C'est pourquoi, ayant toujours cru au potentiel de mes sœurs, j'ai initié en 2012, avec l'appui de mon époux, le président Alassane Ouattara, la mise en œuvre d'un programme de financement d'activités génératrices de revenus à l'endroit des femmes appelées Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Notons que cette réunion a vu la participation de M. Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Ce dernier a profité de cette rencontre pour saluer les actions des premières dames dans la lutte contre le VIH-Sida. Il a reconnu que leurs actions dans leurs différents pays a permis de freiner les avancées de cette pandémie. Daniel Kablan-Duncan a regagné Abidjan après avoir échangé avec des membres du mouvement des entreprises de France. Il était justement en France où le chef du gouvernement a pris part aussi aux rencontres Africa 2016. Sur la table, les évolutions économiques et l'identification des facteurs d'influence des marchés africains. Le thème de ce rendez-vous de l'économie, entreprendre pour la croissance. Quel est donc l'enjeu de ces rencontres? Combien d'investisseurs ont été séduits par les potentialités qu'offre la Côte d'Ivoire? Écoutons Daniel Kablan-Duncan pour le savoir. Il était apparu qu'il y avait de nouvelles techniques qui permettaient donc d'améliorer les réalisations au niveau des routes et à coût moins cher. Nous sommes allés là-bas et effectivement, il y a des techniques particulières, dont notamment celle qui consiste à utiliser, disons que de l'EVA pour faire un mélange avec le bitume. Et ça augmente la résistance donc, des matériaux et disons que ça coûte moins cher.
Ces techniques étaient utilisées en Inde et le groupe Coolas nous a confirmé qu'eux ils utilisent en Thaïlande. Donc nous avons donc convenu que nous allons voir avec ce groupe comment donc faire venir, disons que ces techniques ici au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que comme vous le savez, nous avons des difficultés en matière de commercialisation de l'EVA. Si on peut utiliser 5 à 10% des tonnages de l'EVA dans, disons que, dans la réalisation de nos routes, vous imaginez, ça fait donc un débouché très important. Voilà un cas. Il y a plein de choses que nous avons vues. Ils ont des routes photovoltaïques. Ils ont aussi des capacités de faire en sorte qu'on puisse, disons que, faire des bitumes légers sur des routes en terre, etc., etc. Donc c'est un dossier qui est important, sur lequel nous allons travailler avec le ministre en charge des infrastructures économiques. Comment repositionner le Conseil économique et social? C'est pour résoudre cette problématique que le président de l'institution était à Paris, où il a tablé sur la coopération. Il a rencontré son homologue français là-bas et d'autres personnalités aussi en Bruxelles, en Belgique, pour en parler. Sidonie Davila nous rapporte les engagements pris lors de ces rencontres. Première étape de sa première sortie internationale, Bruxelles, siège de l'Union européenne. Dans sa vision de repositionner l'institution ivoirienne, a lui confié depuis le 16 juin dernier, le président du Conseil économique et social, Charles Kofi Dibi, a mis en avant les performances économiques et sociales du pays. Une vision qu'il a partagée avec son homologue européen. J'ai eu l'occasion avec le président de nous mettre d'accord sur des activités communes et bien entendu, en tant que président du Comité économique et social européen, j'ai promis, je le ferai, donc apporter tout mon soutien sur des questions qui intéressent particulièrement le Conseil économique et social ivoirien. Ensemble, les deux personnalités ont convenu d'un renforcement de leur collaboration afin de trouver des solutions aux préoccupations communes. Cette première rencontre achevée, le président Charles Kofi Dibi et sa délégation se sont rendus successivement au Conseil économique et social de la région de Bruxelles-Capitale et au Conseil central de l'économie. Avec les autorités de ces deux institutions, les échanges ont porté sur la mise en place d'une plateforme de coopération entre les deux institutions. Nous avons vraiment intérêt à comparer nos bonnes pratiques. Et donc, ce qui est très certainement envisagé, c'est qu'on puisse se nourrir les uns les autres. Nous avons ici une bonne tradition de concertation sociale. Nous sommes un conseil économique qui est, pas toujours, mais très souvent écouté par le gouvernement régional. Et je serais heureux de partager cette expérience avec les bons et les mauvais côtés de ce qui se passe au Conseil économique et social de Côte d'Ivoire. On va s'améliorer les uns les autres. Il n'y a aucun souci pour nous à faire en sorte de rendre beaucoup plus opérationnel la manière dont nous travaillons. Les grands domaines de coopération, je pense, sont en matière de compétitivité, d'arbitrage de salaire, en matière d'éducation. Au bout du compte, la mission du président du Conseil économique et social, placée sous le signe de la coopération, s'est avérée fructueuse. Charles Kofi Dibi revient avec de bonnes nouvelles, notamment en matière d'appui aux projets relatifs au développement du Conseil économique et social ivoirien. Les femmes du Ourodougou garantissent le oui au référendum d'octobre prochain. Ce oui pour manifester leur reconnaissance au chef de l'État qui a mené des actions de développement dans leur région, notamment l'investissement de 150 milliards de francs CFA pour la réalisation d'infrastructures routières, du réseau électrique et du développement des cultures vivrières. Le reportage de Abou Sanogo. Elles sont venues nombreuses de différents quartiers des communes du district d'Abidjan pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Elles, ce sont les femmes du Ourodougou et elles ont tenu à exprimer au chef de l'État leur gratitude et leur soutien pour toutes ces actions de développement de la Côte d'Ivoire en général et celles en faveur de leur région en particulier. Ces femmes du Ourodougou l'ont exprimé en présence de leurs cadres, notamment le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Amel Bakayoko et le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains RDR, Amadou Soumaoro. Par ailleurs, elles promettent un oui massif pour l'adoption de la nouvelle constitution. Le président nous a aimés. Il a tout fait pour Ourodougou. Donc on doit le remercier. La nouvelle constitution qu'il a dit, nous on est prêts à Ourodougou. Il n'y a pas de vote là-bas. Nous on dit oui. Ahmed Bakayoko et Amadou Soumaoro ont salué la grande mobilisation de ces femmes, puis les ont invitées à une forte participation au prochain scrutin référendaire. Merci pour le soutien
et la reconnaissance au président Alassane Ouattara. Car c'est grâce à lui que tout cela est possible. Quand quelqu'un parle d'un projet, comme on parle de la Constitution, il faut voir qui te parle de ça. Si celui qui te parle de ça s'appelle Alassane Ouattara et que tu sais que c'est quelqu'un qui fait du bien dans son travail pour les populations et pour toute la Côte d'Ivoire, tu le suis. Nous voulions, par cette rencontre, donner le message de l'unité et du rassemblement de l'ensemble des fils et des filles de notre région autour de l'idéal commun qui est d'accompagner le chef de l'État. Le référendum constitutionnel qui va être lancé par le chef de l'État, que l'ensemble du Ourodougou réponde oui ou vote oui. Plusieurs dons ont été offerts par les femmes du Ourodougou au président de la République Alassane Ouattara, à son épouse, au ministre d'État Amin Bakayoko et au secrétaire général par intérim du RDA Amadou Soumaoro. Le tout dans une bonne ambiance. Kobena Djoumani rassure sur l'application intégrale de la loi sur la zone franche. Le ministre des Ressources halieutiques s'est rendu dans une usine de transformation de thon après la fermeture de la SCODI Pêche et Froid. Sidonie Wakadavila. Premier port thonier d'Afrique et deuxième exportateur vers l'Europe, la Côte d'Ivoire reste une des plaques tournantes de l'industrie thonière mondiale. Et pourtant, août 2016, une des conserveries de la filière, la société Pêche et Froid, met la clé sous le paillasson, plus de 1000 emplois perdus. 2 entreprises restent encore actives dans le secteur, bravant les difficultés liées à des insuffisances dans l'application de la loi sur la zone franche. L'État, pour encourager le secteur, a mis en place une loi qui est la zone franche, mais malheureusement, toutes les dispositions de cette loi-là ne sont pas appliquées. Aujourd'hui, l'État reste de voir près de 2 milliards de francs CFA. Ce que réclament les conserveries de thon dans l'application de cette loi sur la zone franche, ce sont les exonérations sur les importations de matières premières et un abattement de 50% sur leur consommation de fioul, d'électricité, d'eau et de téléphone. En visite dans l'une de ces entreprises, Castelli, devenue Aeron, le ministre des Ressources animales et halieutiques rassure. Le Premier ministre a déjà instruit tous les ministres qui sont concernés par l'application de la loi à faire des efforts de sorte que les sociétés puissent vraiment mieux se comporter. Vous avez vu l'enthousiasme des femmes qui sont heureuses de nous accueillir et qui ne demandent qu'à pouvoir vivre du fruit de leur travail. Et pour que cela se fasse, il y a lieu quand même que l'État qui est redevable à ces sociétés-là vienne les soutenir. Concernant les dettes, Kobena Kwasi Adjoumani informe qu'une partie a déjà été remboursée par l'État. Il y avait des dettes qui étaient cumulées avant que le président Alassane n'arrive au pouvoir. Et dès que le président est arrivé, nous avons pu payer 6 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, le secteur thonier emploie plus de 3000 personnes de façon directe et près de 70 000 personnes de façon indirecte. La filière continue d'attirer des investisseurs, mais des difficultés d'approvisionnement sont annoncées. Au large, certains bateaux, notamment asiatiques, ne respectent pas les conventions et refusent de livrer en Côte d'Ivoire une partie de leur pêche. La souscription à l'assurance de responsabilité civile et professionnelle pour les professions libérales est obligatoire, cela pour pallier les éventuels dommages subis par les travailleurs dans l'exercice de leur profession. Mais cette obligation n'est pas toujours respectée, d'où la campagne de sensibilisation menée par le Trésor public. Souscrire à une assurance automobile pour se protéger et protéger les autres usagers, c'est un réflexe pour tous les propriétaires des véhicules. Un réflexe de protection non limitée par les professions libérales, surtout quand il s'agit de souscrire à l'assurance de responsabilité civile et professionnelle. Une assurance pourtant rendue obligatoire par le pouvoir public. Quand vous prenez l'assurance des facultés maritimes, c'est obligatoire, c'est la douane qui en assure le contrôle. Vous avez différentes professions qui sont assujetties à l'obligation d'assurance, mais il n'y a pas un mécanisme de contrôle. Avant toute répression, place à la sensibilisation.
tout le sens de cette campagne de sensibilisation initiée par la Direction des assurances, de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique à l'endroit des avocats, pharmaciens, architectes et autres professions libérales. Le but de cette campagne de sensibilisation est d'amener les assujettis au respect de cette obligation d'assurance afin de protéger leur activité d'une part et de contribuer au développement de l'assurance d'autre part. 3 jours, c'est le temps que va durer cette campagne de sensibilisation à l'obligation d'assurance de responsabilité civile et professionnelle. Objectif, faire comprendre aux opérateurs économiques la nécessité de souscrire à cette assurance, faute de quoi ils subiront la rigueur de la loi en cas de préjudice causé à un tiers dans l'exercice de leur profession. La journée mondiale des sourds est célébrée aujourd'hui. Si la surdité constitue un blocage pour des personnes touchées par cet handicap, beaucoup n'ont pas baissé les bras pour autant et c'est le cas de Adama Yedé Sanogo, sourd depuis l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, il a un travail. Doigt des Lasers l'a rencontré. Chef du service formation continue à l'école ivoirienne des sourds, consultant en prise en compte du handicap, directeur de l'ONG Société sans barrière de Côte d'Ivoire. Autant de responsabilités à l'actif d'Adama Yedé Sanogo, sourd depuis son jeune âge. Je suis né entendant. Je suis tombée malade à l'âge de 14 ans. J'ai eu la méningite. Après, je suis guérie, mais je suis restée sourde. À cette période, j'étais en classe de CM2. Je suis allée en 6e avec les autres enfants entendants. Mais je regardais le tableau ou je regardais les cahiers de mes voisins et j'étudiais à la maison. Adama Yedé Sanogo est marié et père de 2 enfants. Son handicap ne dépeint pas sur sa vie familiale. Être sourd n'est pas une fatalité pour lui. Ça fait 12 années de mariage. Je suis très heureuse dans mon couple. Aucun problème. Entre ma femme, mes enfants et moi, il n'y a aucun problème de communication. Mais ils sont conscients que leur papa est sourd. Ils ont appris les signes avec moi. Il est important que les personnes sourdes puissent avoir accès à l'emploi. À l'école ivoirienne des sourds de Yopougon, plus de 300 personnes en état de surdité sont encadrées chaque année. Elles sont formées à l'apprentissage des signes. Pour Joël Moussezi, l'une des enseignantes de cette école, le métier est passionnant. Si vous ne connaissez pas la langue des signes, quand vous rencontrez une personne sourde, c'est difficile. Vous avez un message pour la personne, c'est difficile de lui transmettre ce message-là. Je pense que la langue des signes doit être vulgarisée. C'est un moyen de communication, c'est une langue à part entière comme l'anglais, l'espagnol. Et c'est très utile pour les personnes sourdes. Pour la prise en compte des personnes sourdes, une journée mondiale leur est dédiée depuis 1958. Elle est célébrée le dernier samedi du mois de septembre de chaque année et donne ainsi l'occasion d'égrener les difficultés auxquelles sont confrontés les sourds dans le monde. C'est aussi le lieu de sensibiliser la population au langage des signes. Les groupes scolaires BAD 8 et SICO JS dans le quartier Zoé Bruno de la commune de Koumassi ont reçu des kits scolaires de la Fondation Servir, coût du don 15 millions de francs CFA. Par cette action, la présidente de la Fondation Servir veut soutenir les parents d'élèves. Et pour Henriette Conan-Bédier, l'éducation est le meilleur investissement parce que les enfants constituent l'avenir d'un pays. Sachez que le marché de Saint-Fra a brûlé dans la nuit du mardi à mercredi dernier. L'incendie serait parti d'un magasin. Selon des témoignages, l'incendie a fait de nombreux dégâts matériels de plus de 400 millions de francs CFA. Les faits avec Pargasso Rokoni. Une forte lumière dans le ciel de Saint-Fra, ville située à plus de 320 km d'Abidjan. Elle provient du grand marché de la commune partie en fumée. Selon les témoignages et les autorités de la ville, l'incendie dont on ignore encore l'origine serait parti d'un magasin de mercerie. Quand on a vu la lumière dans un premier temps, on a essayé de crier, mais on ne pouvait pas faire autrement. J'ai trouvé que non, mon argent était dedans.
Mais je voulais rentrer pour prendre mon argent. Mon grand frère m'a attrapé, il m'a tiré. Bon, je ne sais pas comment faire. Et ma plaque est derrière moi tout juste. Donc tout est parti en fumée. La désolation, la tristesse. Je prends la parole pour dire Yako à mes parents commerçants. Je ne promets rien, mais nous allons nous battre pour reconstruire ce marché. Toujours selon les autorités de la ville, les dégâts matériels seraient estimés à plus de 400 millions de francs CFA. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Les autorités saluent le courage des hommes du commissariat de la ville ainsi que les jeunes de Saint-Fra pour leur promptitude. C'est aux environs de 5 h du matin que l'incendie a été circonscrit. Le marché de Saint-Fra, il faut le rappeler, est contigu à 2 stations, 2 sens. Divo, la capitale de la région du Lot-du-Bois, berceau de la musique et du théâtre avec la troupe du bois et l'orchestre Oya a perdu sa notoriété. Et pour repositionner Divo dans le domaine culturel et artistique, des initiatives sont prises par la municipalité. La création d'un orchestre avec détection de nouveaux talents et l'installation d'un studio d'enregistrement. Le reportage de Soro Corona et de Kader Sogodogo de RTI Boaké. Divo reste l'une des villes culturelles de la Côte d'Ivoire, d'où sont partis de nombreux artistes, dont la troupe théâtrale du bois, Manu Gallo, l'orchestre Oya et Feu Louga François. Cet aspect qui faisait la fierté de Divo tend à disparaître. Pour redonner à Divo sa valeur culturelle, la nouvelle équipe municipale mène des actions avec l'acquisition d'un orchestre. Un orchestre qui va permettre de détecter de nouveaux talents. Au cours des vacances scolaires 2016, la mairie de Divo a initié un concours d'orchestre dénommé J Podium à travers Loisirs Vacances. Pendant un mois, les jeunes se sont essayés aux instruments et au micro à la grande joie des populations. Au thème de cette première édition de J Podium, les meilleurs musiciens et chanteurs seront retenus pour former un nouvel orchestre à Divo. La mairie de la capitale de la région du Lot-du-Bois a exprimé son engagement à accompagner toute action allant dans le sens du réveil des activités culturelles à Divo. Kwaku Kofi Amédé a annoncé la création d'un studio d'enregistrement à Divo. C'est de faire tous les efforts pour que Divo redevienne ce qu'elle a été. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui sont à Divo. Donc nous sommes convenus de pouvoir faire un tout petit studio d'enregistrement de sorte que ceux qui veulent sortir des petits albums puissent le faire dans ce studio-là. Toutes ces actions sont menées pour revaloriser la culture d'Ida et faire de Divo la capitale de la culture du Lot-du-Bois. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a rejeté le recours de Jean Ping. Elle a indiqué qu'Ali Bongo avait recueilli 50,66% des suffrages contre 47,24% pour Ping. Jean Ping, qui ne désarme pas pour autant, il a qualifié la validation de la réélection du président gabonais Ali Bongo Ondimba par la Cour constitutionnelle de déni de droit, dénonçant le parti pris de la Cour. Est proclamé élu Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo, réélu à la tête du Gabon. C'est la décision de la Cour constitutionnelle gabonaise. Dans la nuit de vendredi à samedi, elle a rejeté l'essentiel du recours de son rival Jean Ping. La Cour indique que le président sortant a recueilli 50,66% des suffrages contre 47,24% pour Jean Ping. Un dispositif policier et militaire très important est toutefois déployé dans le centre de la capitale. Ali Bongo lui appelle à un dialogue politique avec les candidats malheureux. Je ne reculerai pas, a finalement tranché Jean Ping au cours d'une déclaration à la presse. Pour lui, la décision de la Cour constitutionnelle est un terrorisme démocratique. Il a appelé les Gabonais à la vigilance et invité la communauté internationale à prendre la pleine mesure de la situation du Gabon. Dans la foulée de cette allocution, le président Ali Bongo, dans une interview à Reuters, a déclaré que le nouveau gouvernement comprendrait des personnalités de l'opposition. Il n'a pas exclu que Jean Ping soit convié à en faire partie, assurant que tout est possible. Fin de ce journal, portez-vous bien.